remercie particulièrement Aïcha Saint-Lô et le docteur Kruf Renard pour cette introduction et cette invitation. Je prends particulièrement un grand plaisir l'occasion de parler à un groupe d'étudiants, de résidents ou de pratiquants sur les problèmes de jeunes femmes, de fillettes, etc. Et l'un de mes buts principaux ce matin, c'est de vous encourager tous à créer ce que j'appelle un avenir, un futur pour nos fillettes, pour les adolescentes et nos jeunes femmes d'abord. Et la raison pour laquelle je prends plaisir à le faire, c'est parce que je réalise bientôt plusieurs années qu'il y a beaucoup trop de jeunes femmes de 16, 10, 15, 13, 12 ans qui sont enceintes. Il y a beaucoup trop d'adolescentes à être enceintes. Il y a beaucoup trop de jeunes femmes de 20, 25 ans qui doivent discontinuer leur éducation à cause d'une grossesse. Il y a beaucoup trop de femmes de 30 à 40 ans qui ont déjà eu 4, 5 ou 6 enfants et qui, encore une fois, sont enceintes. Donc, j'espère qu'ensemble, nous pourrons créer un futur pour toutes ces fillettes, pour nos adolescentes et nos jeunes femmes d'abord. Comme l'a dit le docteur Renard, j'avais l'intention de vous offrir ce matin ce que on appelle un update on contraception et un update on well women's visit. Ce qui veut dire que je voudrais vous offrir simplement une brève mise à jour, une actualisation sur la contraception, parce que je suis persuadé que la plupart d'entre vous ont des concepts de base sur les méthodes contraceptives. Donc, ce ne sera pas une introduction ou une revue sur la contraception, mais plutôt une mise à jour. Et si nous avons suffisamment de temps, je vous dirai quelques mots aussi sur le maintien, la préservation, l'entretien de la santé personnelle de l'adolescente et de la femme, et sur toutes ces recommandations qui ont été faites récemment, c'est-à-dire pendant les 4 ou 5 dernières années. Avant de commencer, je voudrais vous parler un peu sur des efforts qui ont été promulgués particulièrement par des psychologues et des neuroscientifiques qui réalisent que la plupart d'entre nous parviennent à acquérir une certaine compétence en utilisant toutes sortes de techniques d'éducation. Nous pouvons écouter une présentation orale, nous pouvons participer à un séminaire, nous pouvons lire des textes, des journaux ou bien des revues et des livres de médecine, mais pour parvenir à acquérir suffisamment de connaissances et pour retenir ce que l'on a appris, il faut très souvent une combinaison de toutes ces méthodes d'éducation. Donc, l'apprentissage, l'étude et le savoir et la connaissance ont plus ou moins maintenant sont offerts ce qu'on appelle en anglais de team-based learning. Ce qui veut dire c'est une méthode d'étude en équipe et malheureusement jusqu'à présent c'est pas facile de le faire par l'intermédiaire d'une vidéoconférence. Donc mon espoir aujourd'hui c'est de vous aider à arriver au moins à 50% de compréhension et de rétention et on va essayer de combiner cette présentation orale avec une certaine lecture, audiovisuelle. Et en fin de compte, si nous parvenons à ces 50% de compréhension et de rétention, je crois que ce serait très bien. Donc, pour revenir, avant de commencer, je voudrais vous demander tous de sortir vos plumes et de prendre papier et crayon parce que je vais vous poser trois questions. Et la première question, pour vous aider à atteindre ces 50%, est
la question numéro 1. Parmi les méthodes suivantes, quelles sont les 3 méthodes de contraception que vous pensez qui sont les plus efficaces pour une centaine de femmes qui sont mariées, qui sont fertiles, qui sont en bonne santé et qui sont âgées d'à peu près de 19 à 40 ans? Est-ce que vous pensez que les 3 méthodes principales ou les plus efficaces seraient la stérilisation par voie transabdominale, c'est-à-dire une ligature des trompes par idolalaparotomie, ou bien par voie laparoscopique, ou bien une stérilisation hystéroscopique utilisant ce qu'on appelle les Essure inserts? Est-ce que vous pensez que offrir des placements d'implants hormonaux sur la peau, ce qu'on appelle le no-plant aux États-Unis, serait peut-être préférable? Ou bien encore, il faudrait offrir à ces femmes des dispositifs intra-utérins qui sont ou bien de cuivre ou bien de progestérone. Vous savez pertinemment qu'il y a les injections intramusculaires d'acétate de médroxyprogestérone, c'est-à-dire la Depo-Provera. Il y a ces pastilles orales de contraception, ou bien les pilules d'estrogène, ou bien de progestérone, ou bien simplement la progestérone toute seule. Et finalement, nous avons les anneaux vaginaux, les éponges contraceptives, les diaphragmes, cap cervical, le condom féminin, les spermicides. Et s'il y a urgence contraceptive, on peut toujours offrir la névonorgestrel en pilule pendant les 4 ou 5 premiers jours après les actes sexuels, ou bien les pastilles de ulipristal, ou bien offrir un dispositif intra-utérin comme méthode de contraception en urgence. Donc, c'est là la question numéro 1, et pensez-y pour un moment, et choisissez les 3 méthodes de contraception les plus efficaces que vous pensez qu'on pourrait offrir à cette population de 100 femmes qui sont âgées de 19 à 40 ans. OK? Bon. La question numéro 2, encore une fois, pour atteindre au moins 50% de compréhension et de rétention, est la suivante. Que pensez-vous quels sont, d'après vous, les 3 meilleurs moments contraceptifs? C'est-à-dire, pendant la vie d'une jeune femme, est-ce que le meilleur moment de discuter les méthodes de contraception avec elle, c'est entre la puberté et l'âge de 19 ans, c'est-à-dire que dès qu'une femme ou une jeune fille a commencé à avoir ses règles, elle a passé la ménarque, et elle entre dans sa période de reproduction, et son adolescence en général dure jusqu'à l'époque, jusqu'à son âge de 18 à 19 ans. Est-ce que vous pensez que pendant cette période de la vie, c'est un des meilleurs moments de commencer à discuter, à offrir des méthodes de contraception? Ou bien encore, est-ce qu'il faut attendre que les femmes soient âgées au moins de 19 à 40 ans pour commencer à discuter des méthodes de contraception avec elles? Immédiatement après un accouchement, de plus en plus, on reconnaît à travers le monde que c'est une période absolument choisie pour offrir à une femme qui vient d'accoucher une méthode de prévention, et on peut le faire immédiatement après avoir enlevé le placenta, que ce soit par voie vaginale ou par voie césarienne, ou encore avant que la patiente retourne chez elle. Est-ce que l'un des meilleurs moments, c'est après une perte de grossesse, que ce soit une grossesse ectopique, que ce soit une fausse couche ou un avortement? Est-ce qu'il faudrait le faire de préférable pendant la visite postpartum, ou simplement une fois par an ou périodiquement ou pendant une des visites prénatales? Donc c'est là la question numéro 2. Que pensez-vous seraient les 3 meilleurs moments contraceptifs dans la vie d'une femme? La troisième question que je voudrais vous poser, c'est de savoir que veut dire un plan de vie reproductrice. Parce que la plupart des journaux maintenant, que ce soit aux États-Unis, au Canada, et ici au Guatemala aussi,
il y a discussion de ce qu'on appelle le Reproductive Life Plan. Et je voudrais que vous y pensez un peu et que vous me, si possible, savoir ce que vous pensez de plan de vie reproductif, de plan de vie reproductrice. Donc alors, pour revenir à la question posée au départ, qu'y a-t-il de nouveau en contraception? Au mois de mai dernier, c'est-à-dire mai 2019, un article apparu dans le journal Obstetrics and Gynecology. Malheureusement, tout ça est en anglais. Je ne sais pas dans quelle mesure la plupart d'entre vous, au Cap-Haïtien, au Gonaïves, ou à Port-au-Prince, ont accès à ces journaux américains qui sont en anglais. Mais j'ai pensé que peut-être présenter What's New in Contraception, c'est-à-dire qu'y a-t-il de nouveau en contraception et quels furent les meilleurs articles de la dernière année qui ont été présentés par le Dr Resnick dans ce numéro d'Obstétrics et Gynécologie de mai 2019. Elle a choisi d'abord un article qui est apparu dans le New England Journal of Medicine en décembre 2017, qui est intitulé Contemporary Hormonal Contraception and the Risk of Breast Disease. C'est un article bien écrit qui a été une étude sur le risque d'un cancer des seins parmi à peu près 2 millions de femmes du Danemark qui ont utilisé les pilules de contraception qui contenaient ou bien la combinaison estrogène et progestérone ou bien encore progestine seulement pendant une période d'à peu près 10 ans. Donc, toutes ces patientes ont été suivies pendant à peu près 10 ans. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que si une femme utilise ces pilules pendant moins de 5 ans, en fait, elle n'a aucune augmentation de son risque de cancer des seins. Si, d'autre part, elle utilise ces pilules de contraception à base d'estrogène et de progestine pour plus de 5 ou 10 ans, il y a une petite hausse de risque de cancer de sein qui disparaît pratiquement après 5 ans, après avoir discontinué ces pilules pendant 5 ans. Donc, moins de 5 ans, pas de risque, plus de 5 ans, de discontinuation, le risque disparaît. Et ils ont noté en passant qu'en dépit du fait qu'il y a peut-être une petite augmentation du risque pendant les 5 premières années, si on continue pendant plus de 5 ans, il y a une réduction des cancers de l'ovaire, une réduction des cancers de l'endomètre, une réduction des cancers du côlon, ainsi qu'une réduction de tous les problèmes de dysménorrhée, d'anémie, etc., qui peuvent aggraver la vie d'une femme. Donc, nous savons très bien que toutes ces pilules offrent des bénéfices non contraceptifs et des bénéfices aussi au point de vue réduction des cancers de l'ovaire, de l'endomètre et du côlon. Donc, en fin de cause, le risque de cancer des seins par les pilules est plutôt négligeable, et les bénéfices de cette méthode de contraception sont bien établis. Excusez-moi. OK. Le deuxième article qui a été revu et discuté dans le journal Obstétrics et Gynécologie a été publié dans Gynecologic Oncology et c'était une discussion de la Norvège sur les risques de cancer des ovaires et de l'endomètre qui sont apparemment réduits si une femme utilise le dispositif intra-utérin qui contient la lévonorgestrel. Et donc, en conclusion, après
avons suivi à peu près 120 à 130 000 femmes en Norvège, ils ont découvert que les risques des ovaires, des cancers de l'ovaire et de l'endomètre par ce dispositif intra-utérin qui contient la névrolongestrel, ces risques étaient réduits. Donc, c'est une forme de prévention de cancer de l'endomètre et des ovaires qui ont été découverts par ce dispositif intra-utérin. Donc, c'est le deuxième article qui a été revu dans ce journal de mai dernier. Un troisième article, apparu dans le journal Contraception, est intitulé Increased One-Year Continuation Among Women Randomized to Self-Administrations, Result from a Randomized Control Trial at Planned Parenthood. C'est une étude, particulièrement aux États-Unis, sur l'auto-injection de l'acétate de médoxyprogestérone par la femme elle-même. Donc, à peu près une centaine de jeunes femmes ont été enrôlées dans cette étude et on leur a offert ou bien de retourner à la clinique régulièrement pour recevoir l'injection de la Depo-Provera ou bien d'une forme d'acétate de médoxyprogestérone, ou bien encore d'aller chez elles avec des seringues et contenant l'acétate de médoxyprogestérone et de se faire elle-même ces injections anticonceptionnelles chez elles. Nous savons très bien que dans le monde entier, il y a des millions de gens qui doivent prendre des injections d'insuline, d'injections d'autres médicaments. Et on a pensé tout naturellement que pour éviter les inconvénients de transport et de visite dans la clinique, on pourrait peut-être offrir à des femmes l'option ou le choix de s'injecter elles-mêmes sans avoir à retourner à la clinique. Et ce que cette étude a bien démontré, c'est que effectivement, c'est un programme qui a eu beaucoup de succès. Et récemment, c'est-à-dire 2 ou 3 mois de ça, il y a une étude venant de l'Afrique, je crois de Ouganda, où ils ont utilisé cette même méthode et leurs résultats sont absolument excellents. Et les bénéfices contraceptifs de l'auto-injection d'acétate de médoxyprogestérone est aussi bonne que si les femmes devaient venir elles-mêmes directement à la clinique. Donc, ce sont les 3 articles que j'ai choisis pour vous aujourd'hui, pour vous donner un peu faire une mise au jour sur la contraception. Le 4e point que je voudrais faire, ce serait peut-être vous rappeler ou peut-être vous dire que maintenant, il y a ce qu'on appelle l'insertion de dispositifs intra-utérins immédiatement après avoir passé le placenta. C'est-à-dire que dans bien des centres académiques et dans bien des hôpitaux et des centres de maternité, il est possible de placer un dispositif intra-utérin de cuivre à l'intérieur de la matrice d'une femme une fois que le placenta a été expulsé ou bien une fois que le placenta a été enlevé si c'est pendant une césarienne. Et les pros et contre de ce qu'on appelle immediate post-placental IUD insertion, en général, c'est insertion d'un dispositif intra-utérin pendant les 10 ou 15 minutes après avoir passé le placenta. On a découvert que non seulement c'est une manière sûre et effective d'offrir une méthode de contraception, il n'y a absolument aucun problème pour les femmes qui ont l'intention de
nourrir le bébé au sein, et le disconfort les problèmes associés à insertion de cette méthode en clinique est éliminé. La patiente est là directement sur son lit d'accouchement. C'est très simple et très, très pratique. Et c'est une méthode très effective pour réduire les risques de grossesse prématurée ou de ce qu'on appelle le repeat pregnancy, une autre grossesse trop tôt ou trop courte. Malheureusement, il y a certains désavantages qui sont un taux d'expulsion entre 2 et 27%. Et malgré tout, il y a aussi problème de fait que très souvent, le fil du dispositif n'est pas facile à découvrir et il faut très souvent le raccourcir un peu. Mais n'empêche, c'est une technique nouvelle qui est en très grande vogue dans plusieurs centres académiques aux États-Unis. Donc, l'insertion post-placentale de dispositifs intra-utérins, je suppose que dans les années qui suivent, on a de plus en plus d'importance comme technique contraceptive. Donc, comme je vous le disais au départ, mon but, c'est vraiment de vous encourager à créer un futur pour nos fillettes et pour nos adolescentes et les jeunes femmes d'abord. Aux États-Unis, on parle de futur brillant. Je pense que dans les réalités haïtiennes, nous pouvons peut-être simplement parler d'un simple futur. L'association, l'Académie de pédiatrie aux États-Unis, il y a à peu près 4 ou 5 mois, a publié ce livre intitulé Bright Futures, qui offre toutes sortes d'instructions pour aider les pédiatres et les médecins qui offrent des services aux jeunes de moins de 18 ans, toutes sortes d'instructions selon les nécessités et les besoins de ces populations. Malheureusement, en obstétrique et gynécologie, nous n'avons pas jusqu'à présent quelque chose d'aussi bien écrit. Ce que nous avons, c'est ce qui a été offert par l'Association américaine d'obstétrique et de gynécologie. C'est ce qu'on appelle un ACOG Committee Opinion. Et je crois qu'en octobre de l'année dernière, cette association a publié ce texte d'à peu près 4 ou 5 pages sur ce qu'on appelle le Well Woman Visit. Le Well Woman Visit, c'est simplement comment maintenir, préserver, entretenir la santé personnelle des adolescentes et des femmes adultes. C'est un texte assez bien écrit et je vous le recommande, et si vous avez le temps, de bien vouloir le lire un peu plus tard. L'association médicale des médecins, l'association américaine d'obstétriciens et de gynécologues continue à insister qu'il faut offrir une visite annuelle à toutes les jeunes femmes, à toutes les patientes. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est 11 raisons principales pour lesquelles jeunes filles et femmes adultes devraient continuer à visiter leur médecin ou leur sage-femme. On commence avec la nécessité d'offrir des méthodes de contraception. Et encore une fois, selon l'Association américaine d'obstétriciens et gynécologie, ces 11 raisons sont les raisons principales pour lesquelles une visite annuelle est recommandée à toutes les femmes.
Dans nos réalités haïtiennes, je ne sais pas dans quelle mesure ce sera possible, mais pour le moment, c'est la recommandation de l'American College of OBGYN. Finalement, il y a ce document sur la santé personnelle qui a été publié il y a 1 an de ça par ce qu'on appelle le Women's Preventive Service Initiative. C'est un document d'à peu près 150 à 160 pages qui a été vraiment bien construit et qui a été le projet principal de peut-être 5 ou 6 organisations aux États-Unis pour découvrir si effectivement il y avait moyen d'offrir des instructions pour médecins, pour sages-femmes, pour cliniciens qui offrent des services de santé à des femmes âgées de 13 à 60 ans. Cette table que je vous montre, naturellement, est impossible à lire, mais alors, c'est simplement pour vous dire que si vous allez sur le site de la WPSI, vous pouvez découvrir toutes les instructions et toutes les recommandations pour jeunes filles de 13 ans, jeunes femmes de 18 ans, femmes de 19 à 30 ans et jusqu'à 60 ans. Donc, pour le moment, c'est tout ce que je voulais vous dire sur la contraception. Et maintenant, nous allons retourner sur les 3 questions que j'ai posées au départ. Donc, je vous laisse la parole et je vous demanderai bien de me dire ce que vous pensez être les réponses à la question numéro 1, à la question numéro 2 et à la question numéro 3. Docteur Renard, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pouvez rapidement rappeler les questions? I don't know, je ne sais pas si... Avec plaisir. Question numéro 1. Parmi les méthodes suivantes, quelles sont les 3 méthodes de contraception les plus efficaces pour une centaine de femmes qui sont fertiles, mariées, en bonne santé, qui ont à peu près 19 à 40 ans? Est-ce que ce sera une stérilisation, une ligature des trompes par voie transabdominale ou bien par laparotomie, mini-laparotomie, par laparoscopie, ou bien, numéro 2, une stérilisation hystéroscopique utilisant ce qu'on appelle les Escher inserts? Est-ce que ce serait de placer des implants hormonaux sous la peau? Est-ce que ce serait offrir un dispositif intra-utérin qui contient ou bien le cuivre, ou bien la progestérone, ou bien encore simplement des injections intramusculaires d'acétate de méthoxyprogestérone, c'est-à-dire la Depo-Provera et d'autres produits semblables. Nous avons naturellement nos pilules contraceptives qui contiennent une combinaison d'estrogène et de progestérone, ou bien de progestérone seulement. Il y a les anneaux vaginaux et les éponges contraceptives, les diaphragmes, capes cervicales, les condoms féminins, les spermicides. Et s'il y a une certaine anxiété ou quelqu'un a besoin de méthodes d'urgence, il y a les pilules de lévonorgestrel que l'on peut prendre pendant les 4 ou 5 jours après avoir eu des relations sexuelles. Il y a les pilules, les pastilles de ulipristal. Et on peut aussi offrir un dispositif intra-utérin comme forme de contraception urgente. C'est la question numéro 1. Et si quelqu'un a une réponse et peut offrir les 3 méthodes de contraception les plus efficaces, je suis à l'écoute.
Okay, Graf, I suspect everybody is thinking very hard, and I'll think for maybe another 20, 30 seconds, and then you'll give me the signal, and we may move to question number 2. Is that okay? It's okay. All right. Est-ce que vous avez formulé une réponse, Justinien, pour la première question? Pas encore? J'arrive pas à vous entendre. And Let me, one second. Let me make sure they are not on mute. est-ce que quelqu'un a répondu? Parce que je n'entends absolument rien de mon côté. Justinien, avez-vous une réponse? Ok, j'arrive pas à les entendre. One second. D'abord, je commencerai par élimination, à éliminer les deux premières réponses. Comme les deux premières réponses parlent de stérilisation. Et probablement, je choisirais le placement d'implants hormonaux, les dispositifs intra-utérins et les injections. Very good. We're going to make you an honorary gynecologist. OK. Pour passer à la question numéro 2, quels sont les 3 meilleurs moments contraceptifs dans la vie d'une femme? Est-ce que c'est entre la puberté et l'âge de 19 ans? Est-ce que quand elle a atteint l'âge de 19 ans jusqu'à 40? Est-ce que le moment idéal serait immédiatement après un accouchement ou avant qu'elle retourne chez elle? Est-ce que c'est peut-être après avoir perdu une grossesse, que ce soit une fausse couche, un avortement? Pendant la visite postpartum, si elle existe, de façon annuelle ou périodique, ou pendant une des visites prénatales, si elle a eu le bonheur d'avoir des visites prénatales. Quels sont les 3 meilleurs moments dans la vie d'une jeune femme pour commencer une certaine conversation ou des discussions sur les méthodes de prévention de grossesse? Définitivement, le plus tôt que possible, on devrait commencer à parler des moyens de contraception avec les adolescents dès l'école ou encore avec les cliniciens, encore en rapport avec leur éducation sexuelle, mais cela va varier peut-être dépendamment de différents protocoles de culture, d'accès, mais le plus tôt que possible, je penserais d'avoir cette conversation avant d'avoir des conséquences ou encore des grossesses non désirées serait peut-être parce que l'âge des premiers rapports sexuels varie et 19 ans c'est peut-être la moyenne dans beaucoup de pays. Je choisirais peut-être la réponse numéro 1 comme l'un des moments qu'on devrait commencer à parler des contraceptions. Et vous avez dit entre 19 et 40 ans, c'est tout au cours de leur période reproductive, définitivement. Et ceci va dépendre maintenant si la personne a accès à son médecin ou encore à son gynécologue, on peut toujours, indépendamment s'ils ont des enfants ou pas, continuer à faire ces recommandations qu'on va faire à avoir cette discussion, que ce soit annuellement ou périodiquement, ou c'est toujours possible, même dans le cas où la personne est déjà enceinte,
que ce soit au cours de la visite prénatale, que ce soit après l'accouchement ou encore durant les visites, d'avoir un plan, encore de discuter quelle serait la prochaine étape après votre accouchement et d'initier. Comme vous avez dit, il y a des méthodes qu'on peut toujours utiliser même après l'accouchement. Merveilleux. Il est clair que le plus tôt serait le mieux, mais alors la question pour toi, c'est de décider qui va offrir une discussion ou une introduction sur la contraception à une jeune fille, une fillette qui a 12, 13 ou 14 ans. C'est là le problème. C'est là le problème. Est-ce que c'est quelque chose de façon en termes de policy? Est-ce que c'est quelque chose en termes de familial? Est-ce que c'est quelque chose en termes de éducation sexuelle? Est-ce que cela va aller en dehors de rapport médecin-clinicien, médecin-patient? Est-ce que c'est quelque chose que les parents doivent d'abord initier ou avoir même cette discussion avec les enfants? Il n'est pas fait le choix, mais la discussion sera... Est-ce que tu as des enfants? J'ai une fille, elle a eu ça. C'est extrêmement difficile pour un père de famille ou même pour une mère d'aborder le problème de contraception avec sa fille qui a commencé à avoir ses règles ou qui a déjà 14 ou 15 ans. Donc, demander à la famille de prendre cette responsabilité en main, est pratiquement demander à l'école, à un programme d'éducation de le faire. Jusqu'à présent, il y a toutes sortes de débats dans tous les pays au monde sur ce qu'on appelle le sex education in school. Et les résultats, malheureusement, jusqu'à présent, ne sont pas très bons. Ce qui veut dire que la plupart du temps, l'éducation sexuelle, les instructions que l'on donne aux enfants qui ont 10, 12, 14 ans à l'école ne servent pas à grand-chose. Donc, entre famille et école, je ne pense pas que les meilleurs moments contraceptifs seraient dans ces environs. OK. Dans le moment, ce sera probablement entre, même pour les questions de confidentialité, ce serait probablement entre le praticien, le médecin, le gynécologue ou encore, dépendamment du pays, peut faire, ce serait l'idéal. Mais Oui. dans des contextes, par exemple, comme en Haïti, où il y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas accès aux soins aux soins prénataux, qui n'ont pas accès à un gynécologue, qui n'ont pas accès même à un médecin de famille, comment aborder cette question? Ou attendre que c'est uniquement à travers les institutions sanitaires pour aborder cette question. Est-ce que pour le moment, il existe en quelque part sur le territoire haïtien un endroit ou bien une école ou bien un centre de santé où une jeune femme de 14 ou 15 ans peut se présenter et demander quelles sont les méthodes de contraception disponibles? Probablement, je ne sais pas, probablement non, mais il y a beaucoup d'organisations qui fonctionnent d'une façon ou d'une autre qui fournissent des informations en termes d'éducation sexuelle, en termes de planning familial, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui est tout à fait bien pénétré dans le pays, encore qui est fait de façon consistante et les moyens vont très probablement varier, dépendamment si vous êtes en zone urbaine, comparativement si vous êtes en zone rurale. Yeah. Quelle est votre expérience au Guatemala? Une jeune fille au Guatemala, une adolescente,
les problèmes de guatémaltèques de santé féminine sont aussi atroces que ceux d'Haïti. Chaque année, au Guatemala, il y a à peu près 95 à 96 000 accouchements de jeunes filles de moins de 18 ans. Et parmi ces 95 000 accouchements, il y en a à peu près 10 à 12 000 qui sont de jeunes filles de moins de 14 ans. Donc, ce qui veut dire que un grand nombre d'obstétriciens guatémaltèques ont des expériences avec des grossesses de jeunes filles de 10, 11, 12 ans. Donc, c'est un problème énorme. Et pour le moment, les obstacles au point de vue religion, évangélique, les politiciens, ce que j'appelle la façon patriarcale dont les gouvernements guatémaltèques approchent les problèmes de santé des femmes sont des obstacles absolument impossibles à contourner. Donc, il y a pas mal de petites organisations aussi, des non-governmental organizations, qui essaient d'offrir des services de contraception et d'éducation sexuelle, mais jusqu'à présent, malheureusement, les résultats au point de vue de l'étendue nationale ne sont pas bons. Ce qui veut dire que le taux de grossesse de jeunes filles, de grossesse prématurée, etc., continue à augmenter pratiquement chaque année. Donc, les choses ne vont pas bien ici. Diallo. On vous entend? Allô? 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 Oh. Je vous remercie pour la présentation. C'était très intéressante. Et j'aurais trois questions pour vous. Et la première est la suivante. Que pensez-vous des méthodes contraceptives avant une première grossesse? OK. Si je comprends bien, vous voulez savoir ce que je pense des méthodes contraceptives avant une première grossesse? Oui. Il n'y a absolument aucune raison pour laquelle une jeune fille de 18 ans qui n'a jamais été enceinte ou une femme de 30 ans qui n'a jamais été enceinte ne puisse pas utiliser aucune des méthodes réversibles, c'est-à-dire que ce soit un dispositif intra-utérin, que ce soit les implants hormonaux sous la peau, que ce soit les injections de Depo-Provera. Donc pour le moment, il n'y a absolument aucune contre-indication si c'est simplement le fait qu'elle n'a jamais été enceinte. Il peut y avoir certaines considérations si elle a certains problèmes de santé, s'il y a quelque chose d'autre qui peut peut-être représenter une contre-indication. Mais si c'est simplement parce qu'elle n'a jamais été enceinte, il n'y a pour le moment aucune raison scientifique pour lui dire qu'elle ne pourrait pas utiliser aucune des méthodes que je viens de mentionner. Merci. La deuxième question. Et que pensez-vous de la prise irrégulière des contraceptifs? Par exemple, une jeune femme qui a utilisé une méthode durant 3 mois, qui a laissé, ensuite qui a repris après un certain temps, ensuite qui a repris encore après un certain temps. Que pensez-vous de ça? Eh bien, si je comprends bien la question, vous voulez savoir ce que je pense si une femme décide, après 3 mois, de discontinuer une méthode et de commencer une autre.
La réponse que je puis vous offrir, c'est que il est beaucoup plus sûr et beaucoup plus healthy. Il vaut beaucoup mieux pour la santé d'une femme de ne pas être enceinte d'être enceinte. Ce qui veut dire que, quelle que soit la méthode qu'elle choisit, et quels que soient les changements qu'elle doit faire ou bien qu'elle a choisi de faire après 3 mois ou après 5 mois, après 10 mois, si elle parvient à éviter une grossesse prématurée, c'est beaucoup mieux pour sa santé et c'est beaucoup mieux pour sa vie. Et c'est très probablement beaucoup mieux pour sa communauté. Et donc, en général, je suis absolument d'accord que éviter une grossesse est une priorité absolue pour bien des femmes et les moyens qu'elles choisissent dépendent effectivement de leur choix et des conditions de vie qu'elles ont. Donc pour le moment, je n'ai pas de problème avec ça. Ok. La troisième question, vous avez parlé des effets bénéfiques et quant à la mise des implants intra-utérins sur la diminution du cancer des seins et de l'endomètre. Mais est-ce qu'il y a un risque est-ce qu'il y a un risque pour le cancer du col avec les dispositifs? Oh, bonne question, merveilleuse. Pour le moment, je ne sais pas la réponse, ok? Et la raison pour laquelle je ne sais pas, c'est parce que dans cette étude, il n'y a pas, je vais voir, dans cette étude qui a été réalisée en Norvège, ils ont fait attention seulement au cancer de l'ovaire et de l'endomètre. Il y a eu certaines publications et certains articles, peut-être il y a une dizaine d'années, qui pensaient que les femmes qui ont un dispositif intra-utérin peut-être auraient davantage d'occasions d'avoir des relations sexuelles et d'avoir des infections, que ce soit avec le papillome ou bien d'autres bactéries, etc. Et que dans ces circonstances, ça augmenterait leur risque non seulement d'infection intra-utérine, mais aussi des risques de problèmes du col, que ce soit une dysplasie ou bien un cancer du col. En fait, ces études ont conclu que si on peut éviter les infections, le dispositif intra-utérin lui-même ne va pas contribuer au changement des cellules du corps. Donc, ma réponse pour le moment serait de dire que le dispositif intra-utérin qui contient la lévonorgestrel aide à réduire les cancers des ovaires et de l'endomètre et peut-être n'a absolument aucun impact, aucun rôle à jouer sur les problèmes du corps. Est-ce que vous savez si effectivement il y a eu des études ou bien des recherches sur la lévonorgestrel ou bien sur le dispositif intra-utérin et les cancers du col? Je ne vous entends pas. Non, je me demande, pour le moment, je ne sais pas. Non, il n'y en a pas. Pour le moment, ça n'existe pas. Donc, une femme qui a un dispositif intra-utérin et qui n'a pas d'infection génitale, ou bien du col, ou bien du papillome, ou bien d'un autre de bactérie, ces risques de problèmes du col ne changent pas. Merci pour la question. J'ai un cas pour vous.
le cas. Et dans notre société ici en Haïti, et il y a les groupes, je veux dire les protestants qui ont cette conception. Donc, elles n'utilisent pas les méthodes contraceptives. Pour elles, c'est un péché. Maintenant, vous êtes médecin, vous évoluez en Haïti, vous avez une femme devant vous qui a déjà 7 enfants et vous voulez faire un counseling pour l'aider à ne pas avoir d'autres enfants. Comment est-ce que vous dire ça? Ah, madame, c'est un problème impossible à résoudre pour le moment. En ce qui concerne, en tant que médecin, je leur offre mes conseils de médecin et problèmes de religion, problèmes de protestantisme, ici les activités évangéliques. Il y a ce qu'on appelle des evangelical church au Guatemala sont extrêmement poussés et je pense que ce sont eux qui créent des problèmes énormes pour la population féminine et qui contribuent malheureusement à garder dans un état de pauvreté extrême des populations qui n'ont pas les ressources nécessaires pour se nourrir et qui ne peuvent pas nourrir non plus les enfants qu'elles ont. Donc, c'est un dilemme moral et éthique qu'ils devront résoudre eux-mêmes un de ces jours, mais pour ce qui me concerne, si une femme telle que celle que vous venez de décrire se présente chez moi, je lui offre sans problème tous les services dont elle aurait besoin et ses problèmes religieux ou ses problèmes de protestantisme resteront son affaire. Ce ne sont pas les miens. Donc, je suis absolument contre cette tendance à promulguer une croyance religieuse sous le prétexte que avoir un bébé, c'est un don de Dieu, etc. Donc, pour le moment, c'est pas mon affaire et je crois qu'un de ces jours, ça devra changer. Merci bien, Justinien. Merci, docteur Duvivier, pour ces échanges. C'est un sujet qui est d'actualité partout dans le monde, que ce soit avec les questions de contraception, de reproduction familiale, d'avortement, toutes ces genres de choses. Notre fonction, c'est toujours de former les patients, de leur fournir les différentes options et le choix final serait toujours ce que le patient décide, indépendamment de leur croyances religieuses. Donc, on est toujours là pour les aider et les guider et en respectant les questions éthiques et morales. Totalement d'accord. Ce fut un plaisir de vous avoir et portez-vous bien au Guatemala et on espère vous voir une prochaine fois. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tout le monde et à 26 jours. Okay, bonne journée. Bien. Bonne journée. Okay, bye bye. Bye bye.